Bonjour à tous, je suis là pour vous parler de la ventilation non invasive et particulièrement la spécificité de la prise en charge des patients qui sont atteints de sclérose latérale amyotrophique. Donc, je certifie ne pas avoir de conflit d'intérêt. De façon générale, la sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative. Elle est aussi appelée la maladie de Charcot. Donc, elle porte atteinte au niveau des motoneurones centraux et périphériques. On n'a pas d'étiologie vraiment définie et c'est une pathologie qui est incurable. Donc il y a plusieurs formes initiales dans laquelle la maladie s'installe. Donc on a premièrement la forme spinale qui est la plus prédominante, qui elle s'exprimera d'abord par une paralysie qui deviendra progressive au niveau des membres. Et ensuite on retrouve aussi la forme bulbaire qui touche particulièrement la sphère ORL. Et puis parfois, la maladie elle peut débuter directement par l'insuffisance respiratoire hypercapnique, qui est due à un déficit des muscles respiratoires. Et c'est principalement la cause de décès qu'on retrouve le plus fréquemment. C'est l'insuffisance respiratoire qui amène les patients en réanimation. Parfois, la maladie, elle peut déjà être connue et parfois, c'est une découverte qui se fait lors d'une hospitalisation en réanimation. On retrouve également tous les patients qui sont déjà appareillés... pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Au début du stade de l'insuffisance respiratoire, les patients ils sont amenés en réanimation pour leur première détresse respiratoire qui conduira à initier la VNI de façon chronique afin d'améliorer leur qualité de vie et leur survie. Ensuite, on retrouvera aussi tous les patients qui sont appareillés au domicile. Excusez-moi, j'y arrive vraiment pas. Je suis désolée. Tout va bien. Vraiment désolée pour une présentation aussi horrible, mais Pas de soucis, tout va bien. je pensais pas que c'était si difficile. Donc c'est peut-être pas très agréable, mais si vous me permettez, pour que ce soit plus clair, je vais prendre mon topo avec moi. Donc du coup, je vous disais, on retrouve aussi tous les patients accueillis au cours de leur première détresse respiratoire, auquel on initiera du coup la VNI de façon chronique afin d'améliorer leur qualité de vie et d'augmenter leur survie. Ensuite, une fois qu'ils sont déjà appareillés au domicile, on les retrouve pour une aggravation de leur état respiratoire à l'occasion soit d'une complication infectieuse, soit d'une évolution de la maladie de fond, particulièrement quand on retrouve l'atteinte de la toux ou une accentuation de tous les troubles bulbaires. L'objectif de la réanimation, c'est vraiment en fait de passer un cap aigu. Parce que c'est des patients qui sont du coup rarement intubés du fait du sevrage ventilatoire qui sera beaucoup trop difficile, voire impossible. Si ce cap, malheureusement, on sait qu'arrivera un moment où on ne pourra plus le passer, on va devoir installer les soins palliatifs et réaliser un accompagnement à la fin de vie. La qualité de vie des patients qui sont trachéotomisés, ainsi que pour leurs aidants, étant assez médiocre, du coup, le recours à la trachéotomie, ça reste un traitement d'exception pour des cas assez particuliers. Donc, faut bien se rendre compte quand même que l'admission en réanimation pour ces patients, c'est synonyme d'un pronostic sombre, puisque 50% des patients atteints de la sclérose latérale amyotrophique sont décédés à 3 mois. C'est une étude qui a été réalisée dans notre service, et d'autant plus quand ces patients bénéficiaient déjà d'un critère d'admissibilité sur leur admission en réanimation, et qu'en plus, il y en a beaucoup qui étaient déjà trachéotomisés. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la ventilation non invasive en réanimation dans le cadre de la sclérose latérale amyotrophique. Comme on l'a vu précédemment, c'est des patients qui sont rarement intubés. Donc c'est vraiment l'efficacité de la VNI qui va être le pronostic, la clé pour leur pronostic.
On a recours du coup à des séances qui sont très invasives, voire 24 heures sur 24. C'est souvent du coup à la demande du patient. C'est des patients qui sont, imaginez, ils sont très très anxieux et c'est d'eux-mêmes, ils ont l'habitude d'avoir beaucoup la machine à la maison et ils la réclament parce que si on leur enlève, ils ont l'impression qu'ils vont mourir immédiatement. Donc c'est vraiment une expertise et une attention de tout le monde qui va permettre de rendre les séances de VNI efficaces et optimisées. Donc, concernant les réglages, ce sont des malades qui sont dits faciles à ventiler parce qu'en général, ils ont une bonne compliance, donc ils n'ont pas besoin ni d'une aide inspiratoire ni d'une PEP élevée. Par contre, on va faire attention donc, aux triggers inspiratoires, à ce qu'ils soient plutôt sensibles parce qu'ils ont quand même peu de force pour déclencher le ventilateur. Et on mettra également un temps de cyclage plutôt long. Donc on dispose de plusieurs choix pour ventiler les patients. Donc le ventilateur de réanimation, le ventilateur classique, le ventilateur de réanimation qui est dédié à la ventilation non invasive et le ventilateur de domicile. On choisira toujours de privilégier le ventilateur de domicile parce que c'est mieux toléré pour le patient. C'est tout aussi efficace dans le cadre de cette pathologie et ça permet un plus large choix des interfaces. Bon, notre seule limite, c'est qu'on ne pourra pas apporter plus que 15 litres d'O2, donc on devra passer sur un respirateur classique pour les patients très hypoxémiques. Il y a quelques petites particularités auxquelles je voulais vous rappeler et auxquelles il faut faire attention, c'est quand on utilise un ventilateur de domicile. Donc on utilise un circuit monobranche, donc il faut toujours bien veiller à ce qu'on ait un masque à fuite. Et ensuite, au niveau des réglages, quand on n'a pas l'habitude, ils ne sont pas exprimés de la même manière. Donc c'est juste faire attention et être sûr de soi quand on fait des changements. Donc on l'a vu, c'est des patients qui utilisent la VNI de façon très intensive et c'est aussi des patients dans le cadre de leur pathologie qui sont dans un état quand même de dénutrition assez avancé. Donc le principal risque auquel on s'expose, c'est un escarre au niveau de l'arête du nez. Et il faut bien comprendre que si on en arrive à ce stade-là, le patient ne pourra plus effectuer sa ventilation efficacement et ça devient réellement un enjeu pour son pronostic vital. Donc, comment on fait pour éviter d'en arriver là ? Donc, déjà, tout simplement, on veille à ce que le masque il soit bien placé. Donc, en haut de l'arête du nez, pas comme sur la photo. Parce que si on le met mal, effectivement, il va moins bien tenir, on va devoir le resserrer. Parce que pour éviter d'avoir des fuites, donc on serrera encore plus, donc ça va créer plus de points d'appui et obligatoirement on protège avec un hydrocolloïde. De préférence, alors j'ai entendu tout à l'heure du Duoderm, nous de préférence on utilise des Comfil dans notre service parce qu'ils sont plus fins et ça évite de créer des fuites supplémentaires. Ensuite, on privilégiera toujours de ventiler, si possible, avec des masques de domicile. Il faut toujours au moins en avoir 2 différents pour alterner les points d'appui et, si possible, un sans appui nasal. Et on a le cas aussi du masque narinaire qui ne peut pas être utilisé lors d'une décompensation respiratoire aiguë, mais c'est important de l'avoir pour la suite de la prise en charge quand il va mieux, pour permettre aux patients de parler et de manger. Au niveau des surveillances, il n'y a pas forcément de particularité par rapport à un autre patient sous VNI. On fera vraiment du coup attention à la tolérance du patient et ce qui garantira son efficacité. Et il y a un point particulier aussi, c'est des malades où on sait qu'à un moment la ventilation non invasive elle va devenir inefficace. Ou alors que le patient il n'en pourra plus, il sera à bout et du coup il faut vraiment faire attention qu'on ne passe pas dans l'obstination déraisonnable. Et du coup c'est notre rôle, nous soignants qui sommes auprès du patient tous les jours, de participer aux discussions d'arrêté thérapeutique pour donner notre avis, notre ressenti et parce que en fait avec l'expérience c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à déterminer facilement. Donc, pour garantir l'efficacité des séances de ventilation non invasive chez ces patients, ça nécessite une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, avec quelques petits points d'attention qu'on va voir. Donc, tout simplement, déjà l'installation du patient en décubitus dorsal à 45 degrés. Lorsqu'on ne peut pas éviter la position allongée, qui est très mal tolérée,
On le fait sous VNI et selon la motricité du patient, des séances de fauteuil assez régulières. Donc bien sûr, la communication, c'est un vrai défi avec eux, mais c'est important pour évaluer leur tolérance. Du coup, c'est vrai qu'entre le masque, leur dyspnée et parfois leurs troubles bulbaires, on a un peu de mal à les comprendre, mais on trouve toujours une solution, quoi qu'il en soit. Donc chez nous, on a plutôt l'habitude d'utiliser soit les sonnettes buccales, soit les sonnettes tactiles en fonction des capacités du patient. Et ensuite, on a souvent recours à des petites planches avec des pictogrammes et des images pour une communication facile. Et puis, on utilise l'ardoise quand c'est possible. Ensuite, on va veiller aussi à la prévention de la dénutrition, comme on l'a vu, qui est importante. Chez les patients qui n'ont pas de trouble de la déglutition et qui sont capables de faire des pauses dans leur séance de VNI, on garde l'alimentation orale. On adapte juste les textures et on pense aux compléments hyperprotéinés et enrichis. Le vrai problème, il va se créer quand il y aura des troubles de la déglutition ou que le patient il sera trop dépendant de sa machine. On va passer sur une alimentation artificielle. Et le problème, c'est qu'on évite au maximum de mettre en place des sondes nasogastriques parce que ça crée encore plus de fuite sur la ventilation. Et c'est un risque d'escarre supplémentaire. Donc, on va passer soit sur une alimentation parentérale, soit sur une gastrostomie dans les cas les plus sévères. Ensuite, on a aussi, on l'a vu, la sclérose latérale amyotrophique, elle n'épargne pas les muscles de la toux. Donc, il va falloir aider le patient à se désencombrer. C'est principalement le rôle du kiné, mais tout soignant doit être formé pour pouvoir le faire en cas d'urgence. Souvent, les manœuvres manuelles simples, elles sont inefficaces. Donc, on va devoir utiliser un insufflateur-exsufflateur mécanique en plus pour faciliter le travail. Donc, c'est une machine qui, en fait, insuffle de l'air en pression positive, puis aspire brusquement en pression négative. Et, voilà. Je vous ai mis une petite vidéo pour mieux comprendre. Il n'y a pas le son. Souffle, ouais, à bouche ouverte, c'est très bien. Inspire et souffle. Très bien, essayez de garder tout le temps la bouche ouverte. Oui, c'est bien. Donc voilà. Et le dernier point, c'est bien évidemment un accompagnement du patient et de sa famille tout au long de la pathologie. Déjà par une éducation thérapeutique aux soins. Ensuite, un soutien psychologique, puisque c'est des patients qui ont quand même un pronostic sombre avec une survie courte. Et il faut aussi bien penser aux proches, parce que c'est difficile pour les aidants d'accompagner un patient atteint de SLA. Ensuite, un point, c'est penser aux directives anticipées, donc soit en parler avec le patient pendant ses hospitalisations, soit les recueillir si elles sont déjà faites. Et bien sûr, comme dans de nombreux cas en réanimation, on en arrive à mettre en place des soins palliatifs. Notre rôle, c'est l'accompagnement à la fin de vie. Voilà, je suis désolée. Non, merci.